Mon nom est Danielle Bélanger, je suis professeure de géographie à l'Université Laval et titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les dynamiques migratoires mondiales. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de m'entretenir avec Victor Piché, qui est professeur honoraire au département de démographie de l'Université de Montréal et chercheur associé à la chaire Oppenheimer de l'Université McGill, chaire en droit public international. Donc, bonjour Victor. Bonjour Daniel, je suis vraiment Donc, content que ce soit toi qui me poses des questions. ben moi aussi, je suis vraiment contente qu'on puisse dialoguer sur ce sujet super important qui est celui de l'histoire de l'immigration au Québec, qui est une histoire souvent méconnue, qui est malgré tout peu enseignée dans nos écoles et même nos cégeps, et pourtant qui est fondamentale pour comprendre la démographie, la population du Québec et les enjeux actuels relatifs à l'immigration. Donc, je commencerai, Victor, en te posant la question. Est-ce qu'on connaît bien l'histoire de l'immigration au Québec? Ben, je pense que tu viens un peu de répondre à la question, mais la réponse est non. Euh, Parce que ce qu'on connaît en fait, c'est qu'il y a beaucoup de monographies sur certains groupes, sur l'immigration juive, sur l'immigration portugaise, grecque, puis je pourrais continuer. Comme ça, il y a beaucoup de monographies donc sur des groupes spécifiques. Mais une histoire globale, c'est plus rare. Et dans les manuels d'histoire du Québec, on fait peu de place à l'immigration. Je ferais une exception quand même, là, c'est Paul-André Linteau, qui est historien, qui a beaucoup écrit sur l'histoire du Québec et l'histoire de Montréal. Et lui, c'est peut-être celui qui parle plus de l'immigration en tant que telle, mais insérée dans l'histoire globale du Québec. Mais en fait, c'est une histoire qui reste largement à faire. Bien, pour poursuivre, Victor, toi, dans ton parcours de chercheur, tu t'es longuement intéressé à l'histoire de l'immigration au Québec. Est-ce qu'il y a des volets que tu aurais aimé développer davantage, justement, pour combler un peu ce manque là, que tu nous soulignes? Oui, j'ai déjà identifié trois aspects, puis je vais en traiter de quelques-uns de ces aspects-là aujourd'hui. Mais pour moi, l'histoire de l'immigration occulte complètement l'histoire des Autochtones dans cette donc, histoire immigratoire. Elle occulte l'histoire des femmes. On a très peu de choses sur les femmes immigrantes et évidemment sur l'histoire des populations noires. Mais je vais commencer avec le premier point sur des populations autochtones. Il y a plusieurs aspects à ça, mais disons que dans un premier temps, on remet un peu en question ce fameux mythe des deux peuples fondateurs, des deux migrations fondatrices, c'est-à-dire l'immigration française qui a fondé la colonie lors du régime français, puis par la suite l'immigration britannique, puis ça a donné cette idée des deux peuples fondateurs. Aujourd'hui, je pense qu'on reconnaît, et d'ailleurs le terme lui-même des Premières Nations est assez clair là-dessus. La première immigration de peuplement au Québec, elle est venue des Autochtones, qui sont arrivés il y a peut-être 10 000 ans à peu près sur le territoire québécois et qui l'ont occupé et qui l'occupaient au moment où les Français ont débarqué ici. Ce qui est complètement occulté aussi, et ça c'est vraiment comment je pourrais dire, donc complètement ignoré, c'est l'impact des autres immigrations. C'est-à-dire, à partir du moment où il y a beaucoup d'immigrants, beaucoup de vagues d'immigrants qui sont venus au Québec et au Canada, ces vagues-là ont dû faire de la place pour ces gens-là, et d'autant plus qu'on était dans une optique de développement économique from coast to coast, d'une mer à l'autre. Et donc, cet exode vers l'ouest a impliqué qu'on ait besoin des territoires pour construire le chemin de fer, pour construire des villages. Et évidemment, pendant une bonne partie du 18, 19e et même au début du 20e siècle, ça continue jusqu'à aujourd'hui, mais on reviendra là-dessus. Mais historiquement, l'immigration a eu cet impact très négatif sur les territoires des Autochtones qu'ils ont cédé, mais ils n'ont pas vraiment cédé, c'est-à-dire qui ont été obligés par des traités qui n'ont pas été respectés de toute façon à céder leur territoire. Moi, j'appelle ça une immigration colonisatrice
ou une immigration d'invasion. Oui, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on entend par ça, l'immigration d'invasion? C'est un peu ce que je viens de dire, c'est cette histoire, c'est cette idée qu'il faut construire le Canada. Et d'ailleurs, c'est une épopée, hein, c'est vraiment dans les manuels d'histoire, c'est non seulement l'effort héroïque des Français quand ils sont arrivés, puis des Britanniques, mais aussi de tous les groupes qui ont, avec le temps, peuplé le reste du Canada. Dans les manuels d'histoire, d'ailleurs, on parle d'immigration de peuplement. Mais moi, je parle d'invasion parce que ces territoires-là étaient occupés. Et voilà, ça a été pris. Et la loi sur les Indiens, qui s'appelle comme telle, je sais que le mot indien n'est pas un mot qui est utilisé aujourd'hui, mais ça reste le titre de la loi. Okay? La loi sur les Indiens, qui vers la fin du 19e siècle, qui a vraiment obligé les Autochtones à se retrancher dans des réserves. Et c'est une politique vraiment, j'allais dire, d'assimilation, puis dans certains cas, une politique de génocide d'ailleurs, parce que ça a eu un impact très négatif sur les populations autochtones, d'être obligées comme ça de plus en plus de se retrouver dans des réserves. Alors, qu'est-ce qu'il y en est de l'immigration des Noirs? Tu nous dis que c'est un autre pan de l'histoire qui est très peu connu. En fait, c'est parce que comme il y a eu pendant longtemps, il y a eu très peu d'immigration noire, étant donné la loi d'immigration qui était une loi raciste, donc des critères de sélection étaient basés sur des préférences ethniques, qui est le terme utilisé officiellement, mais en fait, c'est une loi basée sur de l'exclusion ethnique plutôt que c'est sûr que c'est des préférences, mais donc les Noirs et les Chinois aussi n'avaient pas accès à l'immigration. Ça a duré jusqu'à vers des années 60. Ça a pris une nouvelle loi d'immigration dans les années 60 pour laisser tomber ces critères d'exclusion ethnique et raciste. En fait, c'était une politique carrément raciste. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à voir arriver des vagues d'immigration en provenance de la Caraïbe, en particulier. Hein. Au Québec, on connaît très bien cette immigration haïtienne, mais il y a eu d'autres populations. Et ce que je veux, sur quoi il faudrait faire plus de recherches, ça existe, mais ce n'est pas vraiment développé, c'est la contribution de la population noire tout au long de l'histoire du Québec. Et on pense dans le régime français, il y a eu quand même, on a participé à ce mouvement esclavagiste qui était important. Il y a eu des femmes qu'on a laissées venir dans des programmes spéciaux pour des travails domestiques. Il y a eu des groupes antillais qu'on a fait venir pour travailler sur le chemin de fer. On pense aux portiers qui ont été très importants dans le Canadien Pacifique. Et donc, c'est une contribution qualitative très importante. Et on a tendance à ne pas en parler parce que c'est des petits chiffres par rapport aux autres vagues migratoires. Mais c'est quand même des contributions importantes. Et ça, c'est un volet qui mériterait d'être vraiment développé. Il existe des bouquins sur l'histoire des Noirs, mais dans les manuels d'histoire et dans le récit qu'on fait de l'histoire de l'immigration, on parle très peu de ces populations-là. Merci, Victor. Ça, c'est un point très important. On entend souvent des personnes noires, justement, à Montréal, qui se font demander quand ils sont arrivés, alors qu'ils peuvent être issus de 3-4 générations d'immigrants et elles appartiennent pleinement au Québec. Ouais. Donc, il y a toute une recherche et une éducation à faire là-dessus. Ouais. Tout comme sur la question autochtone et leur rôle dans le peuplement et l'immigration. Je voudrais passer justement, tu as mentionné que dans les années 60, il y a eu un changement important. Donc, avec la création du ministère de l'Immigration en 68, est-ce que c'est dire que, avant d'en parler, là, si on revient en arrière, est-ce que c'est dire que le gouvernement du Québec était absent dans le domaine de l'immigration auparavant? Est-ce que c'était juste une histoire de complot pour noyer le Canadien français ou il y avait plus? Dans ce qu'on appelle les mythes de l'histoire,
il y a cette idée qui revient très souvent, une idée qui n'est pas inventée. Elle a existé particulièrement dans une certaine élite canadienne-française de l'époque qui voyait l'immigration d'une façon extrêmement négative, comme un complot du gouvernement fédéral pour noyer les Canadiens français. C'est vrai qu'il y a eu des politiciens, puis il y a eu un courant qui véhiculait ce genre d'idées, mais dans l'ensemble, il y a quelques travaux maintenant qui sortent là-dessus, qui n'existaient pas avant, donc dans les années 2000, où on est sorti de cette idée que c'est juste en 1968 que le Québec s'est commencé à s'intéresser à l'immigration. C'est vrai qu'ils ont créé un ministère de l'immigration, mais avant ça, le Québec participait activement au recrutement. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas son ministère, mais souvent, il participait aux missions de recrutement en Europe. Tu sais, on dit qu'il y avait un complot. Et je sais qu'il y avait un courant anglophone qui aurait voulu noyer les Canadiens français, mais dans l'ensemble, le gouvernement fédéral, quand il allait à l'étranger recruter, il permettait à des Québécois de participer à cet effort-là. On est allé en Belgique recruter des francophones parce que la France, à l'époque, voulait pas, enfin, c'était pas un pays qui fournissait beaucoup d'immigrants à l'époque. Donc, il y avait cet effort de recruter à l'étranger, ce qui fait que le Québec a participé de cette façon-là, très activement, au recrutement. Et il a donc participé aussi au peuplement, et avec tout ce que j'ai dit tantôt, c'est-à-dire cette histoire comment dirais-je, d'invasion ou de prendre des territoires qu'on disait inoccupés. Hein? On disait, c'est ça, voulez-vous-en, il y a plein de territoires au Québec qui sont libres, sont inoccupés. Et donc, dans ce sens-là, le Québec a participé activement à cet effort-là. Il a adopté intégralement l'idéologie de la colonisation. Aujourd'hui, c'est pas juste historique. Ça a continué plutôt dans les années 70, 80, 90, avec tout le développement du Nord. Et ce désir d'avoir accès aux ressources naturelles qui sont sur les territoires autochtones. Et donc, il y a eu, on pense aux nombreuses réserves sur la côte nord, même ici, pas loin de Montréal. Quand on parle de colonisation, c'est pas juste vers l'ouest, il y a aussi une colonisation vers le nord, plus tard, dans les années 60-70, tout un peu avant aussi, mais il y a eu cette colonisation vers le nord. Les territoires étaient occupés, là. On oublie ça. On pense qu'on est allé sur des terres inoccupées, mais on était obligé comment dirais-je, de repousser les populations autochtones qui, effectivement, se sont retrouvées dans des situations où, par exemple, ils ne pouvaient plus pêcher dans les rivières parce que les rivières avaient été, comment dirais-je, données ou vendues aux Américains. Des mines, des pâtes et papiers, construction des chemins de fer dans ces régions-là impliquaient qu'on avait besoin de territoire. Et c'est comme ça que je dirais que le Québec a aussi participé à ça. Ceci dit, je n'ai pas le temps d'aller très loin là-dessus. Il y a eu quand même des efforts importants. On pense à la baie James, qui a été négocié dans les années 70, qui a permis quand même à mettre sur pied. Ça a pris du temps, ça a pris des revendications, ce n'est pas un cadeau qu'on a donné, ça a été revendiqué et il y a eu des luttes longues là-dessus, mais il s'est constitué quand même un gouvernement de la baie James, comme à Nunavut aussi pour les Inuits. Et là, on a parlé dernièrement dans la presse d'un projet éolien que finalement on va reprendre et qui est un projet que les Inuits, la Côte-Nord, voulaient. Et ça, c'est des bonnes nouvelles. Merci, Victor. Donc, cette immigration d'invasion fait référence à une période historique. Est-ce que c'est considéré terminé dans l'imaginaire? Ben, je pense que non, parce que là, on s'en va vraiment, comme je viens de dire, on est dans une période vraiment de développement des ressources naturelles du Nord, et en particulier l'hydroélectricité. Donc, ça veut dire des barrages, des rivières, et ça va continuer, parce qu'Hydro-Québec a besoin de ça. Et
et j'ai mentionné des éoliennes, des parcs éoliens, ça aussi. Donc, ce phénomène d'invasion, moi j'appelle ça de dépossession aussi, existe toujours. Et il y a toujours ce danger et cette menace quoi, que les populations autochtones ont de se faire déplacer de nouveau. Il y a la réserve Ouachat, par exemple, ben, elle n'est plus où elle était. On l'a déplacée complètement contre la volonté des populations autochtones. On les a déplacés parce qu'on avait besoin de leur territoire pour avoir accès aux ressources. Et donc, c'est pas terminé. Ce qui est nouveau depuis une vingtaine d'années, c'est vraiment la prise de conscience des Autochtones. Et ils s'organisent pour revendiquer davantage un mot à dire. Et éventuellement, il y a un mouvement qui se dessine actuellement qui va très loin, qui veut carrément créer une nation autochtone ou des nations autochtones qui soient indépendantes et qui ne soient pas obligées, en négociant, de dire OK, on vous laisse créer des mines ici, mais en retour, on veut avoir accès à un pourcentage ou accès à des ressources, nous aussi. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le phénomène de reconnaissance qui est très fort actuellement, mais il y a tout un mouvement qui va beaucoup plus loin que ça, qui dit on pourrait-tu négocier de nation en nation? Ce qui est intéressant, Victor, dans cette approche, c'est que ça met vraiment en lien tout l'aspect développement du territoire, migration internationale, mais aussi migration interne. Ouais. Donc, tout ça est relié et souvent étudié de manière un peu séparée, surtout migration internationale, migration interne. Alors que, bon, si on augmente la population, il y a une expansion territoriale, on a besoin de plus de ressources. Donc, il y a des mouvements de population interne, donc de relier finalement la question du peuplement, de la démographie, de l'immigration à celle des Autochtones, c'est une vision beaucoup plus holistique qui est rarement adoptée. Du point de vue des Autochtones, c'est leur frontière, pas une migration interne. Tu vois, nous, on met ça sous la rubrique de migration interne, mais c'est une migration internationale au sens que c'est une frontière qu'on traverse qui n'est pas une frontière provinciale ou qui n'est pas une frontière municipale ou régionale à l'intérieur du Québec. On est vraiment dans des territoires qui appartiennent à ces gens-là. Et donc, c'est une analogie, tu vois. Mais cette notion dont je parlais tout à l'heure de nation à nation, ça deviendrait effectivement une migration internationale dans ce sens-là. Et d'ailleurs, dans mon texte là, sur l'histoire de l'immigration, ce que je dis, c'est que les Autochtones, avec l'arrivée des colonialistes, des Français, des Britanniques, ils ont perdu le contrôle sur le territoire. Parce que l'immigration, hein, les politiques d'immigration, ce sont des politiques de contrôle des territoires et du recrutement pour avoir accès au territoire. Et donc, la politique d'immigration, à partir de ce moment-là, elle a été définie uniquement et exclusivement au profit des colonialistes et au détriment des gens qui étaient déjà sur place. Merci, Victor. On va poursuivre. Le temps passe et parler d'une autre question. Donc, tu as abordé plutôt l'absence des femmes dans l'histoire de l'immigration. Donc, et tu le mentionnes dans ton texte. Alors, est-ce que les choses changent dans la recherche et la connaissance? J'ai fait avant cette semaine, j'ai refait des petites recherches pour voir un peu si effectivement, récemment, il y avait des éléments qui sont ressortis. J'en ai pas trouvé. Je prends un des derniers livres, là, Les histoires d'immigration, le fameux collectif que je cite dans mon texte d'ailleurs, qui était très intéressant par ailleurs. Mais quand on regarde ce manuel-là, il y a peut-être 3 ou 4 allusions aux femmes. Il y a des chapitres complets où on ne parle jamais des femmes. Donc, c'est vraiment une migration racontée au masculin, c'est ça que je dis. Et évidemment, ça, c'est pas quand on parle d'histoire de l'immigration. Maintenant, quand on parle de l'histoire des femmes, ben là, on parle très, très, très peu des femmes immigrantes. On parle très peu des femmes autochtones et encore moins des femmes immigrantes. J'ai regardé la dernière version du livre L'histoire des femmes au Québec, le fameux collectif Clio, qui a à peu près 700 pages.
J'ai trouvé à peu près peut-être une vingtaine de références aux femmes dans tout ce gros manuel. Donc, c'est à faire, c'est à faire. Parce que pour moi, quand on parle d'immigration féminine, on pense toujours, ben oui, c'est pas nécessaire d'en parler parce que de toute façon, ils sont reliés à la famille. Mais en fait, les femmes ont été très actives dans le travail domestique. Et ça, c'est du travail, du vrai travail. Ce n'est pas juste le travail domestique à la maison. Là. Ils étaient engagés comme travailleuses domestiques. Et ils ont beaucoup travaillé aussi dans les manufactures, comme ouvrières. Et donc, il y a une contribution importante des femmes sur le marché du travail, mais on prend pour acquis que, comme souvent, ils sont parrainés, hein, dans l'histoire des politiques, des demandeurs principaux sont souvent des hommes, puis après ça, ils font venir leurs femmes. C'était comme ça un peu que ça marchait dans le passé, puis c'est moins comme ça maintenant, mais il reste que dans l'histoire, des femmes étaient comme des annexes, si vous voulez. L'homme venait, puis la femme venait, puis elle venait s'occuper des enfants. Puis après ça, il y a eu des grands-mères aussi, on en a beaucoup parlé, des grands-mères qui venaient s'occuper des enfants. Alors, je pense qu'il y a toute une recherche à faire sur la contribution des femmes dans l'immigration. Et évidemment, moi, je suis toujours axé sur la contribution économique parce que c'est mon domaine d'études, d'intégration sur le marché du travail. Mais on pourrait aussi parler de toutes les autres dimensions où les femmes ont été très impliquées, les migrantes ont été très impliquées dans l'aide apportée aux autres immigrants qui arrivaient dans ce qu'on appelle le secteur associatif, des œuvres de bienfaisance, comme on disait dans le temps. Elles étaient très actives là-dedans. Donc, il y a de la recherche à faire là, de ce côté-là. Victor, dans les minutes qui nous restent, je voudrais aborder quelques questions plus d'actualité. Donc, j'aimerais qu'on parle un peu de cette notion de racisme systémique, parce qu'on en entend beaucoup parler dans les médias. C'est vraiment un sujet de débat. Et j'aimerais t'entendre sur ce sujet. Oui, c'est assez curieux d'ailleurs que c'est revenu sur le sujet d'une façon aussi comment je pourrais dire, problématique, parce qu'il y avait un consensus dans la littérature sur le sujet au Canada, aux États-Unis, puis et aussi au Québec, moins parce qu'il y avait moins d'études sur le fait que le racisme systémique est un fait. Okay? Et tu sais, nous, on travaille ensemble, toi et moi, sur cette question-là à partir de données d'immigration longitudinale. Et on a beau chercher toutes sortes de facteurs qui pourraient expliquer pourquoi les immigrants et les populations racisées, si vous voulez, ou les minorités visibles aussi, parce que ce n'est pas juste les Noirs qui sont visés par ce systémisme. Et et on se rend compte qu'une fois qu'on a essayé de contrôler pour à peu près tout ce qu'on pouvait contrôler, il reste encore des différences importantes entre les natifs, les populations natives et les populations immigrées, ou des différences importantes entre les immigrants eux-mêmes, c'est-à-dire ceux qui proviennent, par exemple, des États-Unis ou de la France qui sont pas visibles, en fait, et les autres qui proviennent de la Caraïbe, qui proviennent. Et donc, dans le cas des populations noires, on parle de racisme systémique, mais on peut parler aussi de discrimination systémique pour englober les autres groupes qui sont racisés aussi d'une certaine façon. Pour moi, et dans le cas des Autochtones, c'est encore plus flagrant. Hein? Vous avez une commission d'enquête commission vient qui a dit qu'il y avait du racisme systémique et le gouvernement actuel s'entête à vouloir comment dirais-je, refuser ça. Et c'est dangereux de ne pas l'admettre parce que les solutions ne sont pas les mêmes. Si on parle de racisme comme le fait le gouvernement actuel, non systémique, ben on va mettre des mesures individuelles. Si ce sont des individus qui font des choses qui ne sont pas correctes, on va faire des campagnes de publicité pour dire aux gens, il ne faut pas être raciste, il ne faut pas être raciste. Si on admet le systémisme, on s'attaque aux mécanismes à l'intérieur des systèmes qui arrivent à ce résultat-là. Et ces mécanismes-là sont reliés essentiellement, dans le cas de l'intégration économique, au processus d'embauche. Et c'est là que ça se joue. Ça joue au niveau des CV qu'on écarte à cause des noms qui ne sont pas tremblés, et puis des entrevues qu'on fait avec les gens qu'on dit ben ils ne sont pas comme nous autres. Il y a une série de mécanismes à l'intérieur des embauches qui fait qu'à la fin, le résultat que nous, on étudie, hein, parce qu'avec nos statistiques, nous, on a le résultat. Le résultat, c'est que ces gens-là, avec les mêmes qualifications,
les mêmes caractéristiques, n'ont pas accès aux bons emplois comme les autres. Et donc, ce racisme, c'est pas juste une question de mots. Tu sais, on dit ouais, il y en a qui pensent que oui, puis il y en a qui pensent que non. C'est pas vrai. Ce racisme, dans le domaine scientifique, c'est un peu comme pour la pandémie, M. Legault dit toujours on laisse parler la science, mais il devrait aussi laisser parler la science quand il est question de racisme, parce que là, c'est tellement documenté que ça en est risible qu'on s'entête comme ça. Et pour moi, comme je dit tout à l'heure, c'est pas le mot qui m'intéresse, c'est la solution. Et s'attaquer au racisme systémique, c'est pas la même chose que s'attaquer au racisme en général. Je ne veux pas me répéter, mais c'est un peu ça. Ben, en lien avec ça, qu'en est-il de la politique d'intégration au Québec? Là, évidemment, on est comment dirais-je, en arrêt, là. Hein? Avant la pandémie, évidemment, on avait un gouvernement qui a un peu... qui constitue pour moi une rupture par rapport à un certain consensus qui existait depuis les années 90. On avait une politique d'immigration et d'intégration assez inclusive. Et tous les gouvernements, depuis 1990 jusqu'à 2018, tous les gouvernements ont respecté cet énoncé de politique que je trouve très ouverte. C'est sûr que ça fait référence à l'idée que l'immigration doit servir au développement du Québec, puis doit servir aussi au développement de la francophonie. Bon, hein, ça reste des objectifs fondamentaux au Québec, mais ça reste inclusif parce qu'on reconnaît la contribution importante de ces groupes-là. Dans la campagne électorale et après la campagne électorale avec le ministre d'alors de l'immigration, on a eu un autre discours. Il faut limiter l'immigration, il ne faut pas en avoir trop, là, il y en a trop qui rentrent, puis moins il y en a, mieux on va s'en occuper. Ça aussi, la science montre que ce n'est pas vrai. D'une part, donc, couper l'immigration. Et on s'est aperçu que finalement, c'était un dossier qui ne procédait pas du tout. Parce qu'ils ont voulu couper dans le programme le PEC, le programme d'expérience québécoise que vous avez étudié pour montrer que c'est un succès. C'est un success story. Pourquoi mettre la hache là-dedans? D'ailleurs, ils sont revenus en arrière. Donc, je ne sais pas ce qui va arriver après. Moi, je soupçonne qu'on va revenir parce que la base de ce qu'on appelle l'électorat, hein, parce que l'immigration est très liée à l'opinion publique. Et souvent, dans le monde en général, on l'a vu aux États-Unis, mais c'est vrai en Europe aussi, c'est très payant sur le plan électoral de s'attaquer à l'immigration. Et puis, parce que ça fait appel à des peurs. Tu sais, je veux dire, une peur qui est, une peur, c'est peut-être un grand mot, mais les gens ont tu sais, quand c'est une peur devant l'inconnu, devant l'étranger, et c'est une peur qui doit être maîtrisée, les discours doivent être ouverts pour dire que, regardez, là, voilà. Dans le temps, on disait qu'il y avait un Iroquois derrière chaque arbre sous le régime français. Pour dire comment ils étaient cruels. Aujourd'hui, on dit qu'il y a un islamiste derrière chaque musulman. Il y a ces idées-là qui circulent, qui vont devoir être discutées, à mon avis. Alors, pour conclure, quelques petites questions d'actualité. Quels sont tes projets actuels sur les questions migratoires? Tu sais, ce qui m'intéresse actuellement, je n'ai pas commencé vraiment à travailler là-dessus, mais ça mijote, c'est pour moi l'histoire de l'immigration. C'est aussi l'histoire de l'émigration ou des émigrations. C'est l'histoire du monde. Et si on regarde les courants migratoires vers le Québec, c'est tous des courants qui n'auraient pas existé si, à l'origine, donc dans les pays d'origine, il n'y avait pas eu des facteurs, je dirais, on parle de répulsion, je n'aime pas ce terme, des facteurs qui obligent les gens à partir. Et ça part des Irlandais avec la famine, c'est la guerre du Vietnam, je peux partir avant ça, l'esclavagisme. On a participé à ça dans l'histoire de l'esclavagisme, l'histoire du colonialisme et de l'impérialisme. On s'en vient vers la famine en Irlande, vers la guerre du Vietnam, j'en ai parlé. Tous les groupes qui ont fui les dictatures. Les Grecs, ils sont venus ici parce qu'il y avait des généraux qui venaient de pays de façon extrêmement oppressive. Tous les gens d'Amérique centrale et Amérique latine qui ont quitté des régimes autoritaires, des Haïtiens, ils ont quitté un régime autoritaire, plus qu'autoritaire, c'est des régimes carrément dictatoriaux, oppressifs et
dans certains cas sanguinaire. Et on peut donc faire l'histoire du monde à partir de l'histoire de l'immigration. Et on dit, nous, on la regarde toujours du point de vue, de notre point de vue à nous, immigration. Les gens viennent chez nous, puis on se dit pourquoi ils viennent chez nous, puis qu'est-ce qu'ils viennent faire. On oublie souvent que c'est nous qui les faisons venir d'ailleurs, parce que la politique d'immigration, c'est on les fait venir. Si tu fais venir quelqu'un, tu t'en occupes. Tu sais, c'est un peu ça le principe. Mais en même temps, les gens ne viendraient pas s'ils pouvaient rester chez eux. Ça, c'est mon postulat de base, moi, c'est que les gens veulent rester chez eux dans la vaste majorité des cas. Okay? Comme regarde le Québec, il n'y a pas beaucoup de monde qui quitte le Québec pour aller vivre ailleurs. Il y en a, mais je veux dire, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de diaspora québécoise à l'étranger, parce qu'on a un pays qui a de l'allure. Mais il y a des gens qui vivent dans des pays qui n'ont pas d'allure. Les droits ne sont pas respectés. Les homosexuels ne sont pas respectés. Donc, les orientations sexuelles sont niées. Je peux continuer comme ça sur tous ces facteurs qui font que les gens veulent quitter leur pays, puis ils viennent dans des pays où, effectivement, l'état de droit existe. Et donc, c'est là-dessus que je veux travailler. Et puis, c'est à peu près ça. Je continue à travailler sur le racisme et la discrimination avec vous autres à l'Université Laval. Mais dans l'ensemble, c'est ça. Puis, évidemment, j'ai mon projet je fais un peu d'histoire de l'immigration à partir des romans. Et c'est fascinant, c'est fascinant. J'aurais dû commencer ça bien avant parce que ce que je dis, dans le fond, c'est que j'essaie de mettre de la chair autour des statistiques. Okay? Et pour moi, l'un ne remplace pas l'autre. Pour moi, l'approche statistique, scientifique, elle est fondamentale. Et je vais continuer à le faire. Mais en même temps, je trouve que d'aller lire des romans écrits par des gens qui ont été impliqués là-dedans. Okay? C'est un peu comme le qualitatif, dans le fond, quand tu fais des entrevues, toi, Daniel, avec des gens, tu mets de la chair autour de tes statistiques. Moi, je n'ai pas fait de qualitatif, mais je trouve que les romans nous permettent ça. Et puis, en plus, les gens vont très loin souvent dans leur façon de présenter leur itinéraire et leur histoire. Pour le moment, j'en suis sur l'histoire sur les romans écrits par les Autochtones, mais très rapidement, je m'en vais vers des romans écrits par des gens qui viennent des Antilles, autant anglophones que francophones. Et c'est très intéressant. Donc, peut-être qu'on pourra faire des suggestions de lecture aux étudiants prochainement pour agrémenter leurs connaissances migratoires. Je pense qu'on va conclure là-dessus parce qu'on dépasse notre temps, mais je te donne un mot de la fin, puis un dernier point que tu voudrais mettre en valeur. Là, tu m'arrêteras si je vais trop longtemps, là, mais pour moi, c'est la notion de groupe majoritaire, hein, que je mets toujours au pluriel. Parce que dans la littérature sur l'histoire, on parle du groupe majoritaire, les Canadiens français comme un groupe majoritaire. Ça n'existe pas. Okay? Il existe à l'intérieur de ces groupes-là des groupes majoritaires, des groupes très différents les uns des autres, que ce soit au niveau de la conception de la politique. Vous avez des fédéralistes, vous avez des indépendantistes, que ce soit au niveau des politiques sociales, que ce soit au niveau des classes sociales, que ce soit au niveau des générations. La conception de mes enfants et mes petits-enfants qui sont nés ici est très différente de la mienne. Ce n'est pas le même Québec. Et donc, pour moi, de dire aux immigrants, intégrez-vous à la majorité, ben oui, mais quelle majorité? Et je suis là-dessus, là, je suis un peu... Parce que l'interculturalisme, c'est un peu ça. C'est cette idéologie qui dit, oh, oui, on est ouvert, on est ouvert. On veut l'interculturel, c'est important. Mais on est majoritaire, donc tenez compte de nos événements passés, puis de notre histoire passée, puis de notre patrimoine. Vous savez. Mais même là, mon patrimoine à moi, historique, n'est pas le même que le patrimoine des autres générations, ou bien en fonction des classes sociales. Je ne me répéterai pas là-dessus, mais à partir du moment où on conçoit une société comme pluraliste, pas uniquement ethniquement, mais pluraliste dans l'ensemble des identités, à ce moment-là, ça devient difficile d'avoir une politique d'intégration. Ça devient des politiques, des intégrations à l'intérieur et puis l'intégration, pour moi, ce n'est pas uniquement une question d'immigrants. C'est-à-dire, quand tu as des enfants, quand ils arrivent à l'adolescence, leur insertion sur le marché du travail, c'est important. Ou l'intégration à l'école, l'intégration sur le marché du travail, l'intégration dans la vie, c'est tout le monde, c'est des défis qui affectent l'ensemble des populations, et pas juste les immigrants. Merci beaucoup, Victor, pour cette belle conversation en ce 3 février 2021. Et
On se dit à une prochaine fois pour poursuivre cette belle discussion. Merci beaucoup. Merci, Daniel.